Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le sommet sur le financement des infrastructures a pris fin au Sénégal. Un rendez-vous qui avait pour but d'accélérer la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre des projets régionaux. Les membres de la future Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo sont désormais connus. Ils ont été désignés samedi par les parlementaires réunis en congrès. Et les utilisateurs d'Internet en Guinée pourraient bientôt bénéficier d'un débit plus rapide. C'est en tout cas l'objectif du projet de connexion par fibre optique grâce au câble sous-marin. Le sommet du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, s'est achevé ce dimanche. Pendant 2 jours, chefs d'État, partenaires financiers et opérateurs économiques étaient réunis à Dakar, la capitale sénégalaise. L'occasion de revenir sur les obstacles qui ont entravé la mise en œuvre des projets régionaux. Un reportage de notre envoyé spécial au Sénégal, Nicolas Kukel, commenté par Aminata Diak. Le continent manque cruellement d'infrastructures. C'est le constat établi par les participants du secteur public et privé présents à la rencontre préparatoire sur le financement des infrastructures en Afrique. Défis infrastructurels par rapport au projet du PIDA, engagement politique, participation du secteur privé, autant de thèmes de discussion pour ce rendez-vous de 2 jours à Dakar. Car si les fonds ne manquent pas aujourd'hui sur le continent, il convient de trouver les mécanismes pour les mobiliser. Il faut absolument trouver une façon novatrice de financer l'énergie, chemin de fer, port maritime et le reste. Alors, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais il faut trouver un terrain d'entente entre les promoteurs des projets, entre les organismes de financement, entre les capitaux privés, pour identifier un certain nombre de projets transformateurs qui sont viables sur le plan commercial, mais qui tombent aussi dans le giron du NEPAD. Au cours de cette rencontre, les 16 projets du plan d'action prioritaire du PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, ont fait l'objet d'une attention particulière. D'un montant de 68 milliards de dollars, il s'agit de projets dans le domaine des transports ferroviaires et routiers ou encore l'énergie ou les télécommunications. Des chantiers importants pour lesquels l'apport du secteur privé est indispensable dans le cadre de partenariats PPP. Il faut attirer l'attention du secteur privé, prendre des mesures pour accroître la confiance, leur donner des garanties pour que les investisseurs privés puissent investir dans les projets prioritaires. Il faut donner des opportunités, proposer des lois pour promouvoir l'apport du secteur privé local en Afrique afin de développer les infrastructures. Les infrastructures sont le moteur du développement, mais les défis restent nombreux. C'est tout l'objet du plan d'action établi par les chefs d'État ce dimanche pour ouvrir la voie vers la réalisation de ces projets. Dans l'actualité également, un accord a été trouvé en Tunisie sur le calendrier électoral. 12 des 18 formations présentées au Parlement ont voté pour la tenue des législatives avant la présidentielle. L'Assemblée nationale constituante doit désormais fixer les dates du scrutin. Le calendrier précis pourrait être adopté avant le 23 juin prochain. En République démocratique du Congo, les sénateurs et députés réunis en congrès samedi 14 juin au Palais du Peuple ont désigné les membres de la future Cour constitutionnelle. Un processus qui n'a pas fait l'unanimité. Le groupe UDPS notamment a dénoncé un manque de transparence. Guillaume Durand. La Cour constitutionnelle prévue par la Constitution de 2006 n'avait jusqu'à présent jamais été mise sur pied en République démocratique du Congo. La nomination ce samedi de 3 des futurs membres de cette Cour par les sénateurs et députés nationaux relance cette volonté institutionnelle. La Cour est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Elle a également la compétence de juger le contentieux des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo traverse une période institutionnelle assez mouvementée. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, la CENI de l'abbé Malou avait tendance à se substituer dans ses prises de décision à la Cour constitutionnelle. Ces 2 facteurs ont amené en effet les autorités de la République démocratique du Congo à examiner cette Cour constitutionnelle de 2006. Mais le processus de désignation de ces 3 personnalités ne fait pas consensus. Le groupe parlementaire UDPS et allié a claqué la porte, dénonçant un manque criant de transparence. Les personnes choisies, non pas qu'elles ne soient pas capables de remplir leur mission, mais elles ont été un peu choisies de façon non transparente. Cette façon non transparente complique
les relations entre le gouvernement de M. Kabila et une partie, bien entendu, de l'opposition. On a l'impression, en effet, qu'il n'y a pas de continuité institutionnelle et que les institutions sont utilisées ici un peu au gré des acteurs en place et dont le gouvernement. Il va falloir maintenant attendre et de voir ce que cela va donner. Eugène Banyakuluape, Félix Vundwawe Tepemako et Corneille Wasanda Songo, désignés par le Parlement, vont s'ajouter à 6 autres personnalités qui ne sont pas encore connues. Il s'agit de 6 autres membres de cette cour qui seront désignés par le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature. Partons à présent pour le Cameroun qui propose de découvrir l'ouest du pays avec la route des chefferies. Il s'agit d'un parcours touristique mais aussi et surtout d'un programme culturel qui a pour objectif de préserver le patrimoine de cette région. Thierry Noiran. Créée en 2010 par la diaspora camerounaise, la route des chefferies est un concept qui connaît aujourd'hui une renommée internationale. Il s'agit d'un programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel des cultures camerounaises. Un pont culturel qui avait pour but de permettre aux nouvelles générations de connaître les traditions ancestrales, bien souvent dénaturées par la mondialisation. Aujourd'hui, il attire même les étrangers, fascinés par ces 200 communautés, soit tout autant de couleurs que constitue le tableau culturel camerounais. Les peuples ont encore un attachement à leurs valeurs traditionnelles. Et il faut dire aussi que l'État camerounais a intégré ces chefferies traditionnelles dans l'administration, même si c'est au bas de l'administration. Aujourd'hui, il y a une forme d'intégration qui se fait tout en respectant les valeurs traditionnelles quand elles sont bien fortes. Mais ce programme n'est pas seulement un concept ou une simple exposition, il s'agit également d'une table ronde de penseurs camerounais qui échangent et planifient des plans d'action pour la création de nombreux projets, à l'instar de la construction du musée de civilisation et des rives du lac municipal de Tchang. C'est un projet d'aménagement culturel du territoire parce que ça touche plusieurs points. On a des chefferies qui sont impliquées de par la création dans leur sein des musées communautaires que nous appelons des cases patrimoniales qui s'appuient sur l'identité propre de chaque chefferie et que nous on tente d'interpréter à travers donc des espaces de scénographie, des espaces d'exposition rassemblés dans un lieu qu'on appelle musée. Le prochain grand projet de ce programme est le développement d'un plan d'action pour la lutte contre le trafic illégal de patrimoine, un enjeu primordial pour sa préservation. En Guinée, près de 600 000 personnes utilisent régulièrement Internet. C'est le chiffre révélé par le programme d'infrastructure de communication régionale en Afrique de l'Ouest. Des usagers qui pourraient bientôt bénéficier d'une connexion plus rapide grâce aux différents projets mis en œuvre. Aminata Diak. En Guinée, l'accès à l'Internet évolue. Depuis quelques années, le réseau se limitait aux capitales et aux grandes villes. Aujourd'hui, la révolution technologique a atteint tout le pays et facilite le travail et la coordination des activités dans plusieurs domaines. Moi, je travaille pour un site internet, guineatime.com. Donc, cela veut dire que l'Internet, c'est notre premier outil de travail. Nous pensons que nous ne pouvons pas travailler sans vraiment cet outil très précieux pour nous. La Guinée est également à l'ère de la fibre optique. Le projet en cours concerne la connexion du pays aux câbles sous-marins de fibre optique qui suscite de l'espoir chez les utilisateurs. Le déploiement de cette technique pourrait à la fois améliorer le débit, réduire le coût des connexions Internet et favoriser la mise en œuvre de nombreux programmes. Je pense que d'un côté, là, il y aura une certaine amélioration du débit. On entend que ce serait du haut débit. Et de l'autre côté, on pense que ça pourrait aussi amoindrir les charges. On a parlé du projet e-gouvernement et il faut l'entendre dans deux sens. Il y a le projet qui consiste à donner les moyens à l'administration de mieux gouverner. Il y a la base infrastructurelle de ce programme qui est logé ici chez nous et que nous avons appelé e-gouvernement à un moment, mais qui est aujourd'hui plutôt nommé le projet métropolitain de fibre optique. Ce projet, qui a eu l'avantage de nous donner 5 km de fibre optique sur la ville de Conakry, est aujourd'hui en réhabilitation et dans les semaines et mois à venir, il va donner du service
pour réunir toute l'administration. En 2011, le nombre d'internautes en Guinée était de 132 884, soit 1,30% de la population. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse avec le boom de la pénétration de la téléphonie mobile et des réseaux 3G et 4G. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight.